J'arrive dans le premier village de cette matinée, un village qui s'appelle Escaut. Et ce village, en fait, c'est le premier village abandonné que j'ai pu découvrir. C'était il y a peut-être 6 ans. Et c'est lui qui m'avait donné envie de découvrir d'autres villages. C'est pour ça que je fais ces vidéos aujourd'hui. Et quand je vois ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est vraiment triste. Vraiment une drôle de sensation et ça me donne encore plus envie d'aller découvrir les autres villages, de les filmer avant qu'il ne reste plus rien. Quand on voit ça à première vue, on dirait vraiment un village qui a été ravagé par la guerre, par les bombardements, alors que pas du tout. Il a été une victime malheureusement de la guerre, une victime indirecte, mais il n'a pas subi de bombardement ni rien. C'est juste le temps et quelques voleurs malheureusement. C'est vraiment très étrange d'être de retour ici après 6 ans. Et cette rue-là, il y a 6 ans, elle était déjà écroulée, mais elle était quand même en état correct. Et quand je vois à quelle vitesse ça s'est écroulé, c'est incroyable. Regardez ça. On pourrait vraiment tourner dans ce village des scènes de guerre, de bombardement. Tout est détruit. Il n'y a plus aucun toit. Et pourtant, il n'est pas forcément plus vieux que les autres. Regardez, on imagine bien ici, par terre, la rue pavée. Et vous voyez bien qu'il y a des maisons partout. C'était vraiment un village très animé. Alors oui, je dis que le village a connu le temps, mais également les voleurs, puisque vous voyez cette porte derrière moi, comme je vous ai montré ici. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent pour voler les grosses pierres, que ce soit voilà, sur les portes, dans les églises, sur les sols, parce que c'est des pierres qui valent cher, et ils les utilisent pour construire leur propre maison, tout simplement pour les revendre. Donc effectivement, avec des pierres en moins, les maisons tiennent beaucoup moins. Regardez ce balcon. Il est super joli. Et vous voyez cette forêt de pins là ? Eh bien, elle n'est pas là par hasard. Et je vous expliquerai d'ailleurs pourquoi il y a cette forêt. Et c'est notamment une cause de pourquoi ce village a été abandonné. L'origine de ce village serait très ancienne. Des traces humaines datant de l'époque de bronze, soit plus de 1000 ans avant Jésus-Christ, ont en effet été retrouvées. De nombreux peuples se seraient succédés ici, notamment des Basques, mais également des Celtes belges, ce qui pourrait expliquer la présence de cromlechs découverts non loin. On a également pu trouver dans le village des pièces et des mosaïques vieilles de plus de 1500 ans. Mais la première mention écrite de Escaut date de l'an 1047, date à laquelle le roi Garcia Sanchez III fait don des terres du village au monastère de la Leyre. À partir de cette époque et jusqu'en 1500, le château d'Escaut est par la suite mentionné à de très nombreuses reprises, au fur et à mesure des guerres qui divisaient le pays, principalement à cause de sa position très stratégique. Miguel Pérez, Alphonse IV, Pierre IV et bien d'autres monarques marqueront ce lieu de leur empreinte. En 1366, Charles II de Navarre, surnommé Charles le Mauvais, rase totalement le village avec son armée. En 1414, Ferdinand I d'Aragon incorpore officiellement le château et le lieu d'Escaut à la couronne. Ces guerres terminées, il ne se passa plus grand-chose, jusqu'au XXe siècle. C'est triste. J'ai pas vraiment de mots, c'est juste triste. Regardez-moi cette porte, elle est juste sublime. Ça devait probablement être une maison très importante du village, puisque en général, plus les portes d'Auvelas et plus les pierres utilisées pour la construire étaient grandes et imposantes, plus les habitants à l'intérieur forcément étaient riches. Et là, les pierres sont gigantesques. Regardez un petit peu par rapport à la taille de ma main. C'est immense. Et donc là, on arrive devant la maison du dernier occupant, qui malheureusement est décédé, mais apparemment, et oui, j'entends de la musique, il y aurait ses fils qui viendraient de temps en temps dans le village, puisqu'il y a une exploitation dans le coin. Donc ça explique pourquoi c'est aujourd'hui la seule maison du village qui n'est pas détruite. On a dit que la forêt de pins était une des causes de l'abandon de ce village, mais la plus grande cause d'abandon de ce village, c'est ce qui se trouve juste derrière. On arrive maintenant au pied de l'église. Ah. Vous voyez qu'il y a des rues absolument partout, C'était presque une ville.
Regardez-moi, le porche est totalement écroulé. Et regardez un petit peu la vue depuis la place de l'église. Allez, on va rentrer dans l'église. Oh là 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 là. C'est terrible. Regardez le clocher qui va probablement pas tarder à s'effondrer. Il y a déjà un étage qui est parti. Regardez le reste. Donc vous voyez, c'est ce que je disais, tout le sol de l'église, quasiment tout le sol a été enlevé. Pourquoi ? Eh bien tout simplement pour combler les maisons, pour pouvoir les vendre. On n'a plus rien, on a juste quelques pierres qui restent du retable. Ici on avait un autre petit hôtel. Regardez par contre cette clé qui est juste sublime, avec la petite fenêtre à droite. Vous vous êtes un peu rendu compte de l'étendue de ce village, il était vraiment grand. Pourquoi il était si grand ? Parce que tout simplement les habitants avaient tout ce dont ils avaient besoin. Il y avait des pâturages pour les animaux, mais également des terres cultivées avec à peu près toutes les céréales possibles. Il y avait un boulanger, il y avait un poissonnier, un forgeron, 2 écoles, une pour les garçons et une pour les filles. Nous avions également un curé et un facteur. Le village avait tout ce dont ils avaient besoin. Ils avaient même de l'électricité grâce à un moulin qui était produit dans un village juste à côté. Il est dit également dans les livres que les habitants de ce village étaient particulièrement heureux et que la vie était très paisible. Alors pourquoi la vie s'est arrêtée si brutalement dans ce village ? Eh bien tout simplement à cause de la volonté du général Franco. À cette époque, le village est divisé en 2 quartiers. Il se composait de 60 maisons et plus de 250 personnes y vivaient au quotidien. Comme je l'ai déjà dit, les terres agricoles étaient riches et la production si diversifiée que le village était presque entièrement autonome. Les vergers étaient situés tout en bas, sur les rives des fleuves qui coulaient là à l'époque. Les terres les plus éloignées étaient dédiées à la culture de céréales et de la vigne, et plus haut encore, on pouvait trouver les troupeaux. Mais le 7 mai 1926, un décret royal valide une idée dont on parle depuis déjà plus de 20 ans, la construction d'un barrage à Yessa. Les travaux commencent en 1928, mais compte tenu du contexte politique, ils avancent lentement, et le barrage se trouve à plus de 15 km de Escaut. Les habitants n'ont donc pas peur. Mais en 1936, après avoir écrasé des révoltes de mineurs avec l'armée et soutenu par Hitler en personne, Francisco Franco prend le pouvoir. Il veut rendre à l'Espagne sa splendeur d'antan et veut absolument moderniser le pays. Tout est alors fait pour que les habitants abandonnent le village. Ces derniers n'ont tout d'abord pas le droit de faire la moindre modification sur leur parcelle, sous peine d'une grosse amende. Mais presque personne ne partira. Alors les autorités vont aller plus loin. Officiellement, l'État rachetait les biens des habitants pour qu'ils puissent commencer une nouvelle vie, et ils avaient le droit de partir quand ils le souhaitaient. En réalité, les habitants ne possédaient que très peu de biens, mis à part leurs terres, et ces dernières allaient soit être noyées sous les eaux du barrage, soit utilisées pour des plantations de pin, nécessaires au pays, et par conséquent, l'État ne les rachetait pas. Très régulièrement, les autorités franquistes venaient d'ailleurs toquer aux portes des villageois pour leur ordonner de partir afin de donner un soi-disant meilleur avenir pour leurs enfants. Jusqu'en 1959, le village pourtant tient bon, mais alors le barrage est terminé, et les terres les plus fertiles sont méticuleusement inondées. Las aguas del pantano de Yesa, con una capacidad de 470 millones de metros cúbicos, discurrirán por el canal de las Bardenas. El Generalísimo, que se haya acompañado por los ministros de Obras Públicas, Agricultura y Gobernación, abre las compuertas. Alors les villageois partent, et en 1965 a lieu la dernière naissance du village. En 1070, le village est considéré comme abandonné, mais comme dans beaucoup d'autres lieux, il y aura toujours un résistant. Félix Gualard, un homme qui n'avait comme moyen de subsistance que ses brebis, ne pouvait donc se résoudre à partir, et il continue à habiter le village. Il y mourra en 2010. Aujourd'hui, ce sont ses enfants qui entretiennent toujours la maison, ainsi que le troupeau.
et une association essaye encore de sauver ce qu'il reste de ce village et de sa culture. L'histoire de ce village n'est malheureusement pas unique, et vous le verrez. Avant de repartir en France, je vais faire un dernier arrêt, dans un village symbole, un lieu dans lequel pouvaient vivre près de 1000 habitants. Mais vous le verrez au prochain épisode.